Le président du Faso, Blaise Compaoré, a accordé aujourd'hui 2 audiences. La première au ministre nigérien des Affaires étrangères et la seconde au ministre du Plan et de la coopération internationale du Tchad. Ces 2 personnalités sont toutes porteuses d'un message des présidents Mahamadou Issoufou du Niger et Idriss Déby Itno du Tchad au président Blaise Compaoré. Voyez la synthèse de ces audiences avec Estelle Judith Assoba. La première personnalité à être reçue par le président du Faso en cette journée du 21 août est le ministre nigérien des Affaires étrangères. Mohamed Bazoum est venu transmettre à Blaise Compaoré un message du président nigérien Mahamadou Issoufou. Un message qui a trait aux relations qui existent entre les 2 pays. Je viens d'avoir le privilège d'être reçu par le président du Faso, à qui j'ai transmis un message de son frère, le président Issoufou, relatif à notre relation entre le Niger et le Burkina Faso. Comme vous ne l'ignorez pas, nous sommes 2 pays voisins, liés par des intérêts majeurs, et il n'est pas mauvais que de temps en temps, les 2 chefs d'État aient des échanges, ne serait-ce que par le canal d'un des ministres des Affaires étrangères des 2 pays. C'est donc une rencontre, j'allais dire, presque rituelle. Et le président Blaise Compaoré a pris note du message que je lui ai transmis et, à son tour, m'a chargé d'une réponse à son homologue. Dans l'après-midi, c'est une délégation tchadienne composée du ministre du Plan et de la coopération internationale, du ministre des Finances et du Budget, qui était l'hôte du président du Faso. Pour le chef de la délégation, il s'agit d'un message relatif à des sujets d'intérêt commun. Nous sommes porteurs de messages de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, à son frère et ami le président Blaise Compaoré. Et cela rentre dans le cadre de concertation permanente et régulière que les 2 chefs d'État entretiennent et qui témoignent de l'excellence des relations entre les 2 chefs d'État et les 2 pays. Et cela a trait à des sujets d'intérêt commun qui concernent la sous-région. Et puis le chef du gouvernement, Benno Luc Adolphe Thiaw, a visité le siège de la LONABE. C'est une visite pour encourager le personnel au regard des résultats obtenus ces 3 dernières années par la Nationale des Jeux. Le reportage est signé Lazare Pouya. Le chef du gouvernement dans les locaux de la LONABE, la Loterie nationale burkinabé, rassurez-vous, ce n'est pas pour jouer au PMB. Cette visite du Premier ministre Benno Luc Adolphe Thiaw a toute une histoire. C'est une idée exprimée le 26 juin dernier au cours de l'Assemblée générale des sociétés d'État. Après avoir constaté les performances réalisées par la LONABE lors de ces 3 derniers exercices, environ 53 milliards en 2011, plus de 64 milliards en 2012 et 75 milliards en 2013, le Premier ministre a souhaité rendre visite à la LONABE afin de transmettre ses félicitations aux premiers responsables et au personnel. C'est une institution qui apporte énormément à notre État, non seulement en termes de dividendes, mais aussi en termes de réalisation socio-économique, socio-culturelle. Et nous devons donc encourager ce genre d'institution et aussi souligner les qualités de la directrice générale. C'est une manière pour nous aussi de féliciter les cadres quand ils font un bon travail. De l'espace course en direct à la rencontre avec le personnel, Benno Luc Adolphe Thiaw a pu mesurer le travail d'équipe. Pour la directrice générale de la LONABE, son institution, qui a l'habitude de remettre de gros lots aux heureux gagnants, a reçu aujourd'hui le plus gros lot, cette visite du chef du gouvernement. Une occasion pour Amélie Tamboura de revenir sur la stratégie mise en place pour atteindre de telles performances. La cohésion sociale à travers le cadre de dialogue instauré entre la direction générale et les partenaires sociaux et le travail sont les ingrédients utilisés pour aboutir à ces résultats. Malgré tout, la LONABE est aujourd'hui confrontée à de nombreuses difficultés liées entre autres au manque de certains outils de gestion, aux problèmes de connectivité aux réseaux informatiques et Internet
et à la vétusté des terminaux de prise de Paris. Des difficultés qui n'entravent en rien à l'engagement du personnel de la LONAB d'assurer la performance de l'institution sur la durée. Et cette visite du chef du gouvernement, premier du genre dans ses locaux depuis 1967, date de la création de la LONAB, est venue les galvaniser davantage. Nous sommes dans l'allégresse, nous sommes dans la joie parce que ces efforts aujourd'hui sont reconnus et par les plus hautes autorités et nous ne pouvons que dire merci à son Excellence. Et nous avons dit que cette visite pour nous doit nous galvaniser davantage et c'est ce que nous avons dit. Nous avons présenté à son Excellence toutes les perspectives de développement que nous avons pour notre entreprise et nous savons que nous avons fait beaucoup de choses mais il reste encore beaucoup à faire et tout le monde est mobilisé pour aller de l'avant. Et la directrice générale de la LONAB de revenir sur ses projets en cours, notamment la dotation d'un plan stratégique de développement, d'un système de management de la qualité, d'une cartographie des risques, la construction du nouveau siège de la LONAB et l'acquisition d'un hippodrome en vue de la relance du Paris hippique burkinabé. Un immeuble à usage de bureau de type R+3 pour la primature. La pose de la première pierre est intervenue hier dans la matinée. Le bâtiment va coûter environ 1,5 milliard de francs CFA. Ce bâtiment viendra améliorer les conditions de travail du personnel. Le reportage est signé Abdelaziz Yagibou. Dans un délai de 10 mois, l'épineuse question d'exécuter et de disponibilité de bureaux ne sera qu'un souvenir pour les héritiers des locaux de l'ex-présidence qui font actuellement office de primature du Faso. Le bâtiment colonial ne répondant plus aux exigences du moment sera décongestionné par une nouvelle bâtisse à la hauteur des ambitions de l'institution. Un bâtiment administratif de type R+3 dont l'architecture allie modernité et culture locale. L'entreprise commise à la tâche est ici officiellement invitée par le Premier ministre à passer à l'œuvre. Elle doit ajouter à cette pierre plusieurs autres en vue d'offrir au personnel de la primature un cadre idéal de travail. Un nouvel immeuble qui sera composé de 112 bureaux, une salle de conférence de 216 places, 3 salles de réunion, 2 salles d'archives et un magasin. C'est avec joie que vraiment nous avons appris la première pierre de cet immeuble R+3 au profit du Premier ministère parce que c'était vraiment quelque chose de très attendu à notre niveau. Et effectivement, nous sommes dans des conditions difficiles de travail en termes de locaux. Avec une enveloppe de plus d'1,5 milliard de francs CFA mobilisée pour la réalisation de ce projet, le gouvernement affiche un objectif majeur. Offrir un cadre de travail unifié pour plus d'efficacité. On a créé le premier ministère, bien sûr, au début des années 90. Nous étions dans un premier temps dans un bâtiment qui appartenait au ministère du Commerce, je crois. Et puis après, avec le déménagement de la présidence à Kosiam, on nous a donc octroyé le bâtiment de la présidence, plus les annexes qui existaient pour les conseillers de la présidence. Alors aujourd'hui, bien évidemment, les effectifs du Premier ministère ont explosé, on n'en a pas moins de 200 agents. Et on s'est retrouvé avec pas assez de bureaux et surtout pas fonctionnels. Donc c'est dans ce sens-là, avec les sollicitations des agents depuis un certain nombre d'années, nous avons pu ainsi obtenir les financements nécessaires pour ériger ici un nouvel immeuble moderne, R+3, pourquoi pas, qu'on peut même étendre un peu plus haut pour mettre les agents dans de meilleures conditions de travail. Je pense que si cet immeuble finit dans les 10 mois à venir, sans doute que nos agents seront mieux logés et je pense pourront travailler vraiment dans de meilleures conditions. Au regard des enjeux que constitue ce chantier, le chef du gouvernement a invité l'entreprise chargée des travaux à avoir des pas rassurants et bien mesurés pour arriver à bonne date. Luc Adolphe Thiaou a pris l'engagement de veiller personnellement à la bonne exécution du chantier à travers des visites régulières et sans préavis, surtout que le chantier est à sa portée. Le Service national pour le développement SND a 30 ans, une opportunité pour faire un bilan et envisager des perspectives. Plus de 200 000 personnes sont passées par le SND en 30 ans. Le reportage est signé Karim Patrick Namwano.
Du SNP, Service national populaire, en 1984, au SND, Service national pour le développement, en 2014, la dénomination a changé, des années sont passées et plus de 200 000 personnes ont été appelées au service de l'intérêt général. Ça a contribué à façonner le Burkinabé. C'est peut-être invisible, mais c'est une réalité. En 30 années, le SND aussi a contribué à poser des actes physiques. Souvenez-vous que la bataille du rail a été assurée par le SND. De même que certains grands chantiers de plantation d'arbres et certaines réalisations dans les régions ont été assurées aussi par le fait du SND. Hier obligatoire, aujourd'hui supprimée, la phase militaire a fait place à la formation civique, patriotique et pédagogique. Aujourd'hui, il faut donc saluer l'importante contribution du Service national de développement au fonctionnement des institutions et en gros au fonctionnement du développement de Burkina Faso. Les perspectives, elles, seront axées sur l'intensification de la formation civique et patriotique, l'intégration du genre et la révalorisation du pécule. C'est une période de sacrifice pour les jeunes. Il faut apprendre les jeunes à se sacrifier. Et c'est le sens qu'il faut donner à cela. Maintenant, il est évident que l'État doit donner un minimum de ressources à ces personnes-là qui souvent viennent de milieux défavorisés et qui n'ont pas la possibilité de pouvoir s'acheter du savon, une paire de chaussures. Donc c'est uniquement dans ce sens. Le pécule vient d'être rehaussé de 30 à 40 000 francs. Mais nous continuons les pourparlers pour revaloriser le pécule des salariés fonctionnaires du privé et des salariés du privé. Pour un service national adapté au contexte national et à un environnement international en constante mutation, le SND y souscrit désormais. Objectif, entretenir la flamme patriotique allumée par leurs aînés et la léguer aux cadets sans défoliation. À Zignaré, dans l'Oubri-Tenga, le Front républicain a rencontré des personnalités coutumières ce 21 août. Une occasion pour M. Alain Zobga, chef de mission, d'expliquer la position du Front républicain qui prône le dialogue avec tous les acteurs autour des questions politiques nationales. Reportage à Zignaré, signé Moussaki. Une délégation du Front républicain foule le sol de Zignaré. Première visite dans la cité de Naba-Oubri et c'est la cour royale qui est à l'honneur. Alain Zubga, Achille Ouedraogo et Boukari Sawadogo sont venus demander des conseils et des bénédictions aux personnalités au bonnet rouge afin de permettre au Front républicain d'atteindre son objectif. Nous sommes là en délégation dans le cadre général des sorties que nous avons organisées au niveau du Front républicain pour transmettre un message à ces leaders qui aujourd'hui, quotidiennement, travaillent auprès des populations, connaissent les réalités et peuvent nous aider à mieux comprendre et à mieux recadrer notre action en tant qu'acteur politique. Alain Zubga a en outre expliqué au NABA la position du Front républicain. C'est un regroupement de partis politiques qui prônent la paix, la cohésion sociale, la solidarité entre les fils et les filles du Burkina Faso. Et pour lui, tout ce qui est des actions politiques doivent avoir comme référence la constitution du pays. Nous avons simplement intérêt à clarifier nos positions, mais ce qui est essentiel, c'est que chacun doit agir conformément au texte en vigueur et à notre constitution. La constitution burkinabé prévoit un certain nombre de dispositions. Et nous avons été heureux aujourd'hui, avant même que nous puissions l'aborder, que les responsables, en tout cas, aient abordé la question du référendum, qui est considérée comme une arme essentielle de consultation auprès des populations. Ce n'est pas une arme pour permettre à un oui de passer. C'est une arme pour permettre à la population de trancher entre un oui et non. C'est Naba. Ils sont venus de Nagrengo, de Dapelgo, de Ziga, de Zitenga, de Lumbila, d'Absua et de Zignaré. Ils ont apprécié la démarche du Front républicain, pleine de sagesse et de respect. Ils ont aussi exprimé à la délégation que la porte de la cour royale de Zignaré lui est ouverte à chaque fois que besoin se fera sentir. Activité du Front républicain toujours, des responsables ont rencontré hier dans l'après-midi les représentants de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Les échanges ont porté sur la préservation de la paix et sur l'épidémie de la fièvre à virus Ebola. Reportage signé Abdelaziz Yagibou. Invocation de Dieu comme moyen pour renforcer les fondements d'une paix durable au Faso. Le Front républicain dit y croire fortement.
conviction qui a guidé ses pas vers les garants des valeurs islamiques. Aux représentants de la communauté des musulmans du Burkina, la délégation du Front, conduite par ses deux coprésidents, a d'abord fait un débriefing de la situation nationale avant de situer les enjeux de sa visite. Assimi Kwanda et Maître Herman Yamego disent être venus solliciter le concours des leaders religieux pour porter au plus près des populations l'appel que leur organisation a lancé depuis Gawa. Un appel qui prône le dialogue et le respect des principes de la Constitution. Consulter le peuple pour trancher définitivement sur les questions qui divisent actuellement la classe politique est bien recommandé par la Constitution burkinabé, explique-t-il. Nous sommes satisfaits de l'accueil qui nous a été réservé et de la qualité de l'entretien. Ce n'est pas étonnant parce que la communauté musulmane a toujours été très sensibilisée sur les questions de paix, de sécurité, d'harmonie dans notre pays. Nous avons expliqué à quel point il était essentiel que nous sortions pacifiquement de ce conflit, de cette mésentente-là, pour ne pas se retrouver dans les situations que nous voyons ailleurs et qui sont déplorables. Nous avons également demandé de redoubler de conseils afin qu'on prenne conscience de la gravité de ce fléau qu'on appelle Ebola. Nous n'avons pas les moyens, en tout cas, d'en venir à bout. Mais avec les conseils, on pourra prendre des précautions. Cette démarche visant à sauvegarder la paix par le biais du dialogue s'inscrit en droite ligne des valeurs qui fondent l'islam, indiquent les hôtes du jour qui n'ont pas trouvé à redire. Ce que nous pouvons, c'est tout le Tout-Puissant pour qu'il préserve la paix ici et encourager nos frères à agir et à parler avec tempérance et à cultiver toujours le dialogue. Parce qu'on n'a jamais agi avec tempérance et le regretter après. Et Allah le Tout-Puissant avec ceux qui agissent et parlent avec mesure. Donc nous ne souhaitons pas que ce que nous voyons ailleurs, dans la sous-région ou en Afrique en général, vienne chez nous. Ce sont les têtes pleines de conseils et avec l'onction des représentants de la Fédération des associations islamiques du Burkina que la délégation du Front républicain est repartie. Politique nationale toujours, les choses sont finalement rentrées dans l'ordre entre le chef de file de l'opposition et la mairie de Ouagadougou. Aussi, le chef de file de l'opposition affirme que suite à un accord conclu avec la mairie de Ouagadougou, la marche meeting contre le référendum et la modification de l'article 37 aura lieu le samedi 23 août 2014. Le chef de file de l'opposition affirme que le point de rassemblement reste le même, le rond-point de la Patte d'Oie. Aussi, il appelle ses militants à cette marche meeting. Et puis, nous avons aussi reçu un accusé de réception du maire de la ville de Ouagadougou qui dit ceci à propos de cette marche. Suite aux aménagements apportés sur l'itinéraire de la marche meeting du 23 août et aux échanges de ce jour 21 août 2014 à l'hôtel de ville de Ouagadougou, je marque mon accord pour l'itinéraire convenu d'accord parti. Toutefois, vous voudrez bien vous conformer aux dispositions de la loi numéro 2297-2/AN du 21 octobre 1997 portant liberté de réunion sur la voie publique et la loi numéro 026-2008/AN du 8 mai 2008 portant répression des actes de vandalisme commis lors des manifestations sur la voie publique. Il est entendu bien que le maintien de l'ordre et la discipline durant la manifestation incombent aux organisateurs. Et puis, Mme Béatrice Damiba, la présidente du CSC, est en fin de mission. Avant de passer le témoin, elle a rencontré le monde de la communication pour des échanges sur son bilan après 6 ans passé à la tête de l'instance de régulation des médias. Le reportage porte la griffe de Yolande Lompo. Affectueusement appelée Béa ou Tanti Béa par les responsables des médias ou des associations professionnelles des médias, la présidente du Conseil supérieur de la communication est mise à la retraite. En fin de mandat, après 6 ans à la tête de la structure, dans son adresse à l'attention du monde de la communication, Béatrice Damiba dresse un premier bilan. En termes de bilan, je voudrais retenir de nombreux acquis, malgré des mauvaises pratiques persistantes, qui sont le déséquilibre dans le traitement de l'information, le non-respect du droit à l'image, la non-vérification systématique ou le non-recoupement des sources de l'information. Par contre, il faut se féliciter des avancées enregistrées en matière de liberté de la presse au Burkina Faso.
Une quarantaine de nouvelles fréquences ont été octroyées à ce jour et le Burkina Faso compte environ 200 médias. Avec ses structures sœurs de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la Guinée et du Sénégal, des partenariats ont été signés. Si tous reconnaissent en Béatrice Damiba une professionnelle accomplie à l'heure de son jugement par ses pairs, selon le porte-parole des médias, de nouveaux défis attendent la personne qui devra lui succéder. Vous avez attaqué de plein champ la mise en œuvre de la carte de presse et la convention collective. Tout n'est pas parfait. Ce que la corporation de la presse privée retiendra, c'est votre entêtement à vous impliquer personnellement auprès du gouvernement pour l'adoption des mesures d'accompagnement pour la presse privée. Vous et votre équipe, laissez de quoi faire à vos successeurs. Il s'agira par exemple le chantier de la dépénalisation des délits de presse. En attendant la dernière session du Conseil, la présidente du CSC entrevoit également d'échanger avec les médias à Bobo-Dioulasso. Communication toujours, les autorités du ministère de la Communication poursuivent la campagne d'information et de sensibilisation sur le processus de la transition numérique de la télévision. Elles étaient ce mercredi 21 août à Niangoloko et Banfora dans la région des Cascades où elles ont échangé avec les autorités locales et les populations sur les avantages de la télévision numérique de terre et les mesures gouvernementales pour mettre en place le cadre législatif et les infrastructures techniques avant la date butoir du 17 juin 2015. Reportage signé Simplice Barreau. Le processus de la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre TNT au Burkina est en marche, foi du ministre de la Communication, devant les populations de Niangologo et de Banfora. Alain-Edouard Traoré et son équipe en charge du dossier ont expliqué les contours de la TNT qui constitue une évolution notable dans le paysage télévisuel du Burkina et dans l'espace UEMOA. Le passage à la TNT représente des avantages pour les téléspectateurs et aussi pour les télévisions publiques et privées qui ont désormais des possibilités pour une large couverture du territoire. C'est le 17 juin 2015 que se fera le basculement au tout numérique dans le secteur de la télévision. À cette date que deviendront nos postes téléviseurs, c'est la substance des questions que les populations des Cascades ont posées. Pas d'inquiétude, ont répondu les experts de l'unité de coordination de la transition numérique. Il va falloir s'équiper d'un poste téléviseur numérique de norme DVB T2 MPEG 4 ou acquérir un adaptateur numérique. Pour intégrer ce processus dans le mode de consommation des populations, le gouvernement a pris des dispositions avec notamment la création de la société burkinabé de télédiffusion. La société burkinabé de télédiffusion a été créée pour, je dirais, gérer tous les flux économiques et financiers et prestations de services autour de la télévision numérique terrestre. Lorsque nous avons analysé la effectivement, il fallait un opérateur qui dispose de capacités évidentes, qui dispose de compétences, qui soit organisé différemment d'une administration pour pouvoir porter ces dossiers. Pourquoi une société d'État? Tout simplement parce que seul l'État avait la possibilité de mobiliser le montant du financement. Les séances de communication avec les populations du Burkina vont se poursuivre, a lancé le ministre de la Communication pour qui l'État continuera à faire des efforts pour le financement de la TNT qui s'élève à 46 milliards de francs CFA. Le Burkina Faso et le Japon ensemble pour un accès à l'éducation pour tous au Burkina Faso à travers un accord de don de 8 milliards 300 millions pour la construction de l'école nationale des enseignants du primaire de Kaya. Reportage signé Eleonore Ouedraogo Iherbanga. Des signatures apposées et le Burkina Faso bénéficie gracieusement du gouvernement japonais 8 milliards 300 millions de francs CFA pour la construction de l'ENEP de Kaya. Cet échange de notes relatif au projet de construction de l'École nationale des enseignants du primaire de Kaya et l'accord de don relatif aux 10 projets signé ce jour par les représentants des deux pays montre ici l'engagement du Japon à soutenir le gouvernement burkinabé dans ses efforts pour l'accès à l'éducation pour tous. Le Japon estime que la première richesse d'un pays, c'est la formation. C'est les hommes bien formés. C'est la raison pour laquelle le Japon accorde une grande importance à la qualité, à l'accès
de l'éducation de base. Le Burkina Faso apprécie ce geste qui vient renforcer la formation des enseignants du primaire. Avoir des enseignants formés dans de bonnes conditions est une priorité pour nous. Et dans ce sens, nous ne pouvons que saluer les efforts qui sont faits, ce dont pourra permettre de construire une infrastructure de grande qualité où nos jeunes gens pourront apprendre le savoir et le savoir-faire nécessaires pour mieux encadrer nos jeunes à l'école primaire. Depuis le lancement en 1995 de la phase de construction d'écoles, ce sont plus de 1500 infrastructures scolaires qui ont été réalisées dans 26 provinces par le gouvernement japonais. Et ce don pour la construction de l'ENEP de Kaya est une continuité de la nouvelle phase de construction des écoles des enseignants du primaire après la construction de celle de Dori. Retournons à Banfora pour dire que c'est ce jeudi 21 août 2014 qu'a débuté la randonnée des cascades. Des milliers de jeunes du Burkina Faso sont présents dans la cité du paysan noir pour aller à la découverte des différents sites touristiques de la région des cascades. Les randonneurs sont arrivés mercredi en provenance de plusieurs localités du Burkina Faso. Donc, ils ont été accueillis par le président du comité d'orientation du RECIDEC, le réseau citoyenneté et développement des cascades et les autorités régionales. Le reportage est signé Simplice Baro. Des bus en provenance de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et d'autres villes du Burkina entrent à Banfora. Les passagers, ce sont les randonneurs accueillis au gouvernorat des Cascades par un comité d'animation. En file indienne, ils saluent le président du comité d'orientation du RECIDEC, le réseau citoyenneté et développement des Cascades, Alain-Edouard Traoré. La joie se lit sur le visage de ces randonneurs qui viennent escalader les pics du Sendou ou faire l'ascension du Mont Tena. La randonnée 2014, c'est une occasion pour moi de connaître la région des Cascades. Bon, c'est l'une des richesses touristiques de notre pays. Et bon, je tenais vraiment à connaître ces merveilles. Ça fait vraiment plaisir de voir les cascades, de voir le lac. J'entendais parler, mais je n'ai jamais vu, quoi. Donc bon, c'est tout cela qui m'a motivé, quoi. Juché sur une chaise, Alain-Edouard Traoré remercie les randonneurs pour avoir effectué le déplacement de Banfora et cela dans une ambiance joviale. Je suis très fier de vous. On va vous laisser aller vous installer et puis on fait le show. L'ascension des falaises attend ces milliers de jeunes gens du Burkina qui vont sans doute profiter pendant 4 jours de la beauté du paysage des cascades et du climat assez agréable de ce mois d'août de la région. Le ton est donné pour l'édition 2014 de la randonnée des cascades qui a été marquée plus tôt dans la matinée par un cross populaire, une séance d'aérobic. Dans le nord du Burkina Faso, la commune de Titao accueille du 14 au 24 août le camp vacances 2014 de l'association des scolaires et étudiants du Loroum. Dans le chef-lieu de la province, les jeunes ont participé mardi dernier à une conférence débat sur la place de la jeunesse dans le développement local. Une conférence animée par le député Achille Tapsoba. Le reportage est signé Anatole Nakoulma ou Maru Mogmenga. Au Loroum, la jeunesse se veut être motrice du développement à la base. Et pour marquer d'une pierre blanche le 22e anniversaire de l'association des scolaires et étudiants du Loroum, un point d'honneur est mis sur la conférence débat du camp vacances 2014. Des vacances plutôt studieuses qui enregistrent l'accompagnement de 2 parlementaires, une marraine qui prépare ses fioles au leadership et un conférencier du jour averti des questions de jeunesse et de développement. Des échanges directs et la jeunesse apprenante mesure sa place dans le développement local.
Voilà, toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore de cet élément. Nous reviendrons sur ce reportage dans nos prochaines éditions. Ceci dit, une formation en pédagogie générale et en développement personnel pour des étudiants en fin de cycle qui désirent enseigner. La formation a débuté le 14 août et a pris fin le 17 août dernier. Environ 140 étudiants ont été formés. Reportage signé Nathalie Sawadgo Nabaloum. Rukietu Bassoum a une maîtrise en anglais et Kipsi Jean-Marie Wedrogo en physique-chimie. Tous en fin de formation, ils souhaitent enseigner dans les lycées et collèges comme enseignants vacataires. Ils ont ensemble suivi la formation en pédagogie générale et en développement personnel organisée par l'Agence de professionnels vacataires APROVAC. Avec cette formation, je sais que j'ai eu beaucoup de bagages et cela va me permettre de me présenter devant mes élèves à l'avenir. Posséder le savoir, ce n'est pas un problème, mais c'est savoir le transmettre qui nous cause le plus souvent les difficultés. Voilà, donc je pense qu'avec les outils qu'ils nous ont donnés, je crois qu'on sera efficace sur le terrain. Comme Rukietu et Jean-Marie, ils sont au nombre de 110 étudiants à Ouagadougou et 30 de Koudougou à bénéficier de la formation. Tous ont été jugés aptes à dispenser les cours en tant que vacataires dans les établissements publics comme privés du Burkina Faso après 4 jours d'apprentissage. L'Agence de professionnels vacataires est une structure qui a été identifiée auprès de la maison de l'entreprise il y a de cela 3 ans. Elle a pour mission de recruter les étudiants en fin de cycle, désirant enseigner comme vacataires, renforcer leurs compétences et les placer dans les différents établissements. Toutes les filières confondues, on a essayé d'organiser la formation en collaboration avec la Direction générale de l'inspection et de la formation du personnel de l'éducation du ministère des enseignements secondaires et supérieurs. Et en plus de ça, il y a le cabinet de formation Innova Afrique, le cabinet de formation Innova qui est chargé du volet développement personnel. Une fois placés dans les établissements, APROVAC a un système de suivi pour accompagner les vacataires. À travers cette œuvre, APROVAC ambitionne de réduire le taux de chômage au Burkina Faso. Elle envisage d'élargir la formation à la pédagogie appliquée et ouvrir un laboratoire de leadership dans les années à venir. 2 trafiquants de chanvre indien dans les mains de la gendarmerie de Koupela, c'est dans le Kouritenga. Selon la gendarmerie, ces individus se seraient spécialisés dans le trafic de chanvre indien entre le Ghana et le Burkina Faso. Reportage de Bouma Ernest Nebier. Ces sacs contiennent du chanvre indien. Ils ont été arrachés des mains de 2 présumés délinquants qui faisaient du trafic illicite de ce produit leur activité quotidienne. Ces individus se livraient à un trafic de stupéfiants entre les villages de Bokou au Ghana et celui de Gorbilin dans la commune de Puitenga, où ils stockaient la marchandise avant d'être acheminés sur le Niger. Et nous avons pu saisir des chanvre indiens d'un poids total de 430 kg. Selon la gendarmerie de Koupela, c'est à l'aide de bicyclettes que ces malfrats transportaient le chanvre indien pour contourner les postes de contrôle douanière. C'est des individus qui conditionnent du chanvre indien dans des sacs de 100 kg et qu'ils utilisent des bicyclettes pour les acheminer de beaucoup, lieu de ravitaillement, jusqu'à Gorbilin où ils les stockaient. Bon, je pense qu'ils choisissent la bicyclette compte tenu du fait que c'est sans bruit. Et facilement ils empruntent les pistes rurales tout en contournant les postes de contrôle douanier. Et ensuite, ils attendent un moment propice, surtout les temps de nuit, pour effectivement acheminer la marchandise jusqu'à la frontière du Burkina avec le Niger, où c'est livré à un grossiste. La gendarmerie appelle une fois de plus la population à collaborer avec les forces de sécurité et à dénoncer tout cas suspect afin de venir à bout de ce genre de phénomène. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable nuit. Je serai très heureux de vous retrouver demain vendredi à 20h pour d'autres actualités. Merci, au revoir et à demain, Inch'Allah.